poser des questions ayant trait à notre discussion. Et simplement, pour celui qui veut maintenant prendre la parole, vous pouvez y aller. Je note. Pardon. Oui. Donc, commençons. Georges Dombrowski du MS21. Je vais prolonger l'introduction d'Antoine, disant que notre pensée avance, se fait de plus en plus entendre, mais il y a un blocage majeur. C'est que 70% des citoyens ne veulent pas sortir de l'euro. Tous les cerveaux, il y a 70% des cerveaux qui sont bloqués par la pensée unique, les journaux, la télévision. Et tant que ces 70% resteront bloqués, nos discours ne seront que d'ordre philosophique. Je pense que le problème majeur, c'est de bien faire comprendre aux gens en quoi l'euro est un mécanisme pathogène défonçant notre économie et nos structures sociales. Et en deuxième temps, montrer que si on revient au franc, donc si le gouvernement ou l'État français reprend en main la monnaie, on bascule d'une part dans la démocratie, puisque c'est le pays qui gère sa monnaie, qui est responsable de la monnaie, et que deuxièmement, tout l'aspect pathogène, non, et que donc en reprenant la monnaie, c'est l'économie qui est reprise en main par les représentants du peuple, avec les choix industriels, les investissements, et avec la préoccupation que la société vaut mieux que le capital. Alors ça, c'est le point de départ, et ça doit être notre objectif premier. Et si ce barrage de 70% lâche, alors là, nos idées se répandront comme un lac s'étend sur les prairies après une rupture de barrage. Merci Serge. Roger, je crois que tu voulais intervenir. Oui, moi je voudrais intervenir sur l'aspect dans cette grande bataille qui dure depuis quand même plus d'un demi-siècle maintenant, du rôle de la classe ouvrière. C'est d'autant plus majeur que, alors je pense que du point de vue de l'idée qu'on fait dans la classe ouvrière par rapport à l'Europe, le rapport des forces, il n'a pas dû changer beaucoup par rapport à 2005, pris sur l'Europe en général. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, la classe ouvrière, globalement, elle est tombée entre les mains du Front National. Je crois qu'il faut le voir, il faut le voir, ça. Si on ne veut pas voir ça, globalement, voilà. Il y a un événement, il n'est pas majeur, mais il est important, qui vient de se dérouler, et depuis 48 heures, les médias sont là-dessus. C'est le fait que la CFDT, paraît-il, serait passée devant la CGT. Dans le privé. Dans le privé, mais justement, quand on dit dans le privé, on va au cœur de la classe ouvrière. Hein, faut pas se la raconter. Alors, la question qui est donc posée, et moi je donnerai ma réflexion, puisque je suis évidemment de racine ouvrière, puisque depuis l'âge de 15 ans, jusqu'à temps que je sois en retraite, j'étais dedans, c'est-à-dire au cœur des producteurs de plus-value, et j'ai vécu évidemment la CGT de près pendant tout ce temps-là. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer et surtout pas tomber dans le panneau que la CGT reste première si on ajoute les deux, vous voyez, et le secteur public. Vous savez, quand je vois que la CGT est à 24%, c'est ça qui m'inquiète. Le reste, j'ai connu... je me rappelle plus exactement, ça doit être en 62 ou 63. C'est la seule fois où on a dû voter pour les administrateurs à la sécurité sociale. 63. Où on avait voté pour les administrateurs à la sécurité sociale. C'est 63. Oui. Bon. La CGT à cette époque-là tourne autour de 46 ou 47%, si ma mémoire ne me trahit pas.
Donc il y a eu un effritement progressif dans le combat. Et en ce qui concerne la CGT, le fait que le mouvement syndical qu'elle porte, lui, s'est effrité aussi, progressivement. Les élections qu'on pouvait mesurer jusqu'à la dernière période, c'était les prud'homales. Et dans les prud'homales, déjà depuis 10 ans, 15 ans, on sentait un affaiblissement progressif. Et ça traduit ce que je crois, ce que le Parti communiste analysait dès la fin des années 75 à 80, c'est-à-dire le glissement à droite de la société française. Et à mon avis, on est en plein dedans. On est en plein dedans, et bon, en ce qui concerne, avec des camarades dont certains ici, on anime le Front syndical de classe, c'est-à-dire à partir des années 2009, on pensait qu'il fallait taper pour ramener la CGT sur ses droites de classe, parce qu'effectivement, si vous voulez, sur un glissement naturel qu'on voyait arriver, la prise en main par la CGT de deux hommes qui ont fait un mal terrible, Louis Vianney et Thibault, si vous voulez, qui ont défini une stratégie où il fallait globalement arrêter d'être des broyards, j'utilise le terme, mais c'était un peu ça qu'il fallait, c'était fini, comme si d'ailleurs ça avait été vrai, que l'époque où il suffisait de sauter sur un tonneau et d'appeler la classe ouvrière à venir et qu'elle arrivait, etc. Mais qu'il fallait en sortir. On a tout ça, si vous voulez, à corriger. Et cette bataille-là, elle ne peut pas dépasser le combat dans les entreprises, dans ce qui reste, etc. Mais globalement, elle doit devenir l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire que dans les familles, on a tous des gens qui travaillent dans les tôles, etc. Et de ne pas avoir peur d'aborder et de gagner le combat au plus profond de la société telle qu'il est. Si on ne ramène pas, on a marqué quelques points dans la dernière période. On l'a vu un peu apparaître à travers les luttes du premier semestre 2016. On sentait un peu que, si vous voulez, au-delà du 51e congrès, la bataille qui s'était engagée et où il a laissé sa peau, c'est l'OTAN qui s'était introduit, poussé là-dedans, si vous voulez, et qui, globalement, drivé par Thibault, voulait envoyer le bouchon encore un peu plus loin sur la collaboration de classe. Il y a eu un réflexe et un combat dans la CGT, notamment qui venait d'en bas, ou des structures, ce qu'on appelle moyennes, fédération départementale. On sentait venir, si vous voulez, et tout ce combat, il s'est traduit dans le congrès qui a suivi avec la nomination d'un nouveau secrétaire général, etc., qui a montré qu'il y avait des choses qui commençaient à bouger, mais il ne faut surtout pas rêver. L'essentiel de la CGT, quand on parle de la CGT, on dit Montreuil en général, ce gros bastion dans lequel il y a 2000 mecs qui grattent toute la journée, etc. Le courant réformiste reste majoritaire. Il ne faut pas se bourrer. Au bureau confédéral, pardon. Aujourd'hui, ce qu'on appelle des camarades sur des positions de lutte de classe, il y en a 3. Sur combien? Sur 10. Voilà quoi, ça sur quoi je voudrais, et notamment, je vois là, le mouvement, je suis allé une fois à la Sorbonne, il y a d'autres camarades, des intellectuels qui font autre chose, au Cordelier là, où je suis, avec Gruzel et d'autres. Il faut prendre à bras le corps ce problème de la classe et de se faire comprendre. Merci. Parce que notre drame, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, c'est dramatique, mais l'OFN se fait mieux comprendre que nous sur ces questions-là. C'est un vrai problème. Merci Roger. Merci. Michel, tu as demandé la parole.
Vas-y. C'est toi qui prends la... Oui, Antoine, c'est toi qui prends. je reprends la parole 2 minutes pour préciser que le mouvement dont je fais partie, et on a quelques camarades qui sont là aussi, Mouvement pour un socialisme du 21e siècle, c'est une association qui n'est pas très connue parce qu'on est tout débutant, tout jeune. Et nous avons soutenu également, c'est pour ça que je veux prendre la parole pour rejoindre un peu ce qu'a dit notre camarade Georges. On soutient aussi la démarche de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes un soutien critique de la politique de la France insoumise. Et nous avons exprimé notre soutien et nos critiques en écrivant à la France insoumise une contribution. Merci de me souffler le mot. On a envoyé une contribution à propos de l'Europe en leur disant que nous n'étions pas très d'accord avec le plan A, le plan B. Et on voulait aussi, bien sûr, sortir de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'euro, mais on n'était pas d'accord avec la stratégie proposée par la France insoumise. Et on a donc donné notre avis là-dessus. On a même été reçus, on est allé au siège de la France insoumise, rue de Dunkerque, et on a discuté pendant une bonne heure et demie, et on a fait une contribution écrite sur l'Europe. Voilà ce que je voulais dire. Et puis pour terminer aussi sur notre mouvement, nous avons un petit livre qui coûte 5 € et qui est vraiment de l'éducation populaire. C'est peut-être pas tellement pour vous, militants aguerris qui connaissez à peu près tout ça, mais vous pouvez facilement l'offrir à des gens qui ne sont pas très politisés. C'est écrit d'une façon très simple, très abordable, avec un vocabulaire très facile. Et moi, personnellement, je l'ai offert à beaucoup de gens qui m'en ont fait un compliment parce que ça apprend beaucoup de choses, mais d'une façon facile à lire, quoi, voilà. Donc c'est pour éduquer les gens qui n'ont pas l'habitude tellement de lire ce genre de politique, entre guillemets. Voilà. Merci Michel. Non, simplement, je ne vais pas revenir sur toutes les interventions de grande qualité qui ont été effectuées. J'aimerais juste rebondir sur une remarque tout à l'heure, effectivement, sur les 70% qui auraient peur, hein, effectivement. Alors, je pense que ça a été vu dans un sondage, peut-être, hein, c'est fort possible. Bon, je ne vais pas faire un cours sur les sondages, hein, parce que les sondages, on peut en penser beaucoup de choses, même si ça apporte forcément une réalité, à un moment donné, un sondage. Mais ça signifie aussi, on peut regarder quelque part, que déjà il y a 30%, on peut partir de ça, hein, qui, même si forcément le chiffre est plus petit, ça veut dire quand même qu'il y a 30% qui acceptent le principe déjà de sortir de l'euro, première chose. Deuxièmement, au-delà du chiffre, il y a la dynamique. C'est-à-dire que on peut rester sur la statique, effectivement, là, on a un chiffre qui est là, mais il y a une dynamique qu'on peut sentir, parce qu'on est aussi en campagne, hein, comme ça a été dit, sur le terrain. Et sur le terrain, quand on explique clairement, voilà, on est pour une sortie de l'Union européenne, de l'euro. Quand on parle de la question de l'euro, notamment dans les quartiers populaires, ça se sent. Il n'y a même pas besoin de commencer à faire de très grands discours. On peut les faire derrière, mais les gens voient très bien. Mais l'euro, pour moi, l'euro, c'est une augmentation en tout cas pas du pouvoir d'achat, mais surtout du coût de la vie, une baisse du pouvoir d'achat. Tout ça, les gens le sentent. C'est-à-dire que en regardant leur portefeuille, ils se rendent très vite compte que, je ne vais même plus dire le 15, on disait souvent le 15 du mois, maintenant c'est plutôt le 8 ou le 7, hein, voilà, que c'est terminé. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que on rentre dans une phase où il me semble qu'il y a un tournant historique quelque part. D'ailleurs pour 2017, il faut avouer que c'est une bonne nouvelle, hein, pour le centenaire de la double révolution russe, hein, de février et d'octobre, enfin mars-novembre pour nous. Donc je pense qu'il faut justement mener ce combat, véritablement le prendre à bras le corps et ne pas hésiter à aller à la rencontre justement des personnes et à dire très clairement nos positions. Déjà parce que ça montrera qu'il n'y a pas que le Front National qui parle de ça et qui plus est avec des termes assez mensongers, c'est le moins que l'on puisse dire, ça a été très bien démontré. Et ensuite parce que justement le Front National, la droite, le Parti Socialiste, hein, tous ces partis gouvernent par la peur. Et nous, ce que l'on ne doit pas proposer, justement, nous on n'est pas pour proposer la peur, mais au contraire pour proposer l'espérance, par définition. Et cette espérance,
à mon sens, mais pas seulement mon sens, au sens du PRCF tout simplement, c'est justement d'oser dire franchement les choses, c'est-à-dire Frexit progressiste, très très clairement. C'est pour ça que, oui, je suis d'accord sur les chiffres qui effectivement pourraient donner éventuellement l'idée qu'aujourd'hui une minorité veut sortir de l'euro seulement, mais les choses bougent en Grèce, les choses bougent au Portugal, les choses bougent en France, les choses bougent finalement en Europe. Et c'est cette dynamique-là que nous devons finalement en tant que communistes saisir, parce que si on ne le fait pas, alors quelque part on trahit finalement l'engagement pour lequel on postule, on milite depuis toujours. C'est-à-dire une dynamique qui véritablement permettra d'aller vers une rupture avec l'Union européenne, l'euro, l'OTAN déjà, et puis bien sûr, in fine, c'est un premier passage, une première étape nécessaire pour aller vers le socialisme. Voilà, moi je voulais surtout insister sur cet aspect, ne pas rater cette possibilité de participer à une dynamique qui pourrait vraiment être historique. Si on la rate, on aura des regrets. Au moins on se sera battu et on aura au pire des remords, mais je pense surtout des grandes satisfactions. À propos de l'intervention de Roger, Ça pour loin. c'est-à-dire une évolution de la CGT. Oui, ça va. C'est là où vous êtes. Une évolution qui a été très consciente, parce que tu disais que le thème a été il y en a marre des braillards, il faut maintenant promouvoir des gens raisonnables. Mais ça, c'était l'aspect séduisant. Ça n'était que le prétexte, en fait, à la réorganisation. Vianney, Thibault, qui était avoué, qui a été ces dernières années avoué par Vianney. Enfin, je sais que moi, je l'interrogeais à peu près tous les ans à la fête de l'UMA sur l'orientation choisie. Il le reconnaissait. Il s'agissait, en faisant venir Thibault, de faire entrer, de confirmer l'orientation européenne. Et on retombe sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je crois que finalement, pendant des décennies, on a eu le sentiment, enfin pas nous, mais beaucoup de gens ont eu le sentiment que d'abord la question de l'Union européenne ne se posait pas, et surtout l'idée d'un distinguo très grand entre les problèmes qui s'affrontaient tous les jours et l'Europe. Or, on est dans une conjoncture où on voit bien que ces problèmes sont intimement liés. Fadi vient de dire à quel point la perception de la baisse du pouvoir d'achat est maintenant perçue comme une expérience liée à l'Union européenne. Et sur le maintien du caractère national des choses, je tiens à dire, parce que c'est une question qui s'est posée d'emblée, je tiens à dire que on ne le dit pas assez, il faut qu'on le dise. Ça n'est pas en réalité seulement une pression de l'Europe. Le patronat dans chaque pays, le grand patronat, est en mesure d'utiliser l'Europe comme un paravent. Il l'a dit dans les années 50. Il a dit qu'il avait besoin de ce paravent, de ce cache-sexe pour faire passer, avec une organisation contraignante à plusieurs, pour faire passer des orientations qu'il était impossible de faire passer sur le plan national. Ces gens disaient, en 50, pas en 60, en 1950, disaient le patronat a besoin de créer une zone de surexploitation dans laquelle il fera une baisse généralisée des salaires parce que il y aura un afflux énorme de main-d'œuvre qui était en France la main-d'œuvre coloniale et qui serait ensuite évidemment une main-d'œuvre étendue très au-delà. Et nous avons des hauts fonctionnaires qui, à l'époque, disaient ce sera un programme de dumping social. Et je le dis parce que c'est important, ça. C'est d'autant plus insauvable qu'il y a d'autant moins de dérives que le programme a été exécuté. Mais le programme a été exécuté parce qu'il servait les intérêts capitalistes de tous les côtés. Et je voudrais faire observer une chose, c'est que quand un point de l'Europe gênait le grand capital, il ne se gênait pas pour le dire. Par exemple, les grands patrons disaient à Monnet, dites donc demain on vous vire de votre haute commission. Vous croyez qu'il reste quelque chose, personne ne s'apercevra que vous n'êtes plus là. Ou alors quand ils disaient à Monnet, le comité des forges, vous voulez nous obliger à passer tel accord avec les Italiens, c'est très simple. Si vous voulez nous obliger à passer cet accord, on se tire de l'Europe. Et ça, il faut le dire. Ça montre à quel point il y a un lien entre la question française et la question européenne. Or, tout à l'heure,
il a été dit à quel point on commençait, enfin maintenant on percevait que les questions étaient liées. Mais il faut le montrer concrètement. Et oui, les questions sont liées. Il ne peut pas y avoir de solution politique hors de la rupture avec l'Union européenne. Une rupture avec l'Union européenne d'ailleurs qui a été affirmée d'emblée. Il y a quelque chose avec quoi je suis quand même assez en désaccord. Personne n'a dérapé. Ces gens n'ont jamais dérapé. Il a été dit que voilà, finalement ça s'est encore aggravé parce que la banque centrale elle est allée là où elle ne devait pas. Non, ils ont dit au départ, ils le disaient en 49, même pas en 50. Il y a un de leurs représentants, celui qui en 39 disait, qui est resté d'ailleurs le directeur général de la Banque des règlements internationaux, autour de laquelle s'est nouée l'Union européenne, et qui, en 1939, disait « L'Allemagne a besoin de venir en Europe, et pas seulement en Europe orientale, elle a aussi besoin des richesses de l'Europe occidentale. » Autrement dit, ils n'allaient pas seulement mettre en coupe réglée les zones agricoles, ils allaient aussi se goinfrer nos industries. C'était clair, il disait ça très gentiment en 1939, puisqu'il proposait de continuer l'orientation allemande qui débouche, on le sait, sur 1940. C'est le même, Roger Aubouin, qui en 1949, 10 ans après, dit « Est-ce qu'on a besoin immédiatement d'une monnaie commune, d'une fiscalité commune ? Non, on a besoin d'un programme d'assainissement financier. En bon français, on a besoin de casser les salaires. » C'est-à-dire que tout y est. Et pourquoi tout y est? Non pas parce que ces gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent, parce que là où il y avait de la résistance, il n'y en a plus. Il n'y en a plus pour les raisons qu'on a dites. Des raisons intérieures, des raisons extérieures. Quand même pas oublier quand même que la chute de ça a été dit, hein, que la chute de l'URSS a été une catastrophe, hein, que la liquidation de la classe ouvrière est une catastrophe. Mais on perçoit aussi que, au-delà de la classe ouvrière qui a quand même beaucoup diminué, il y a toutes les couches quasi prolétarisées, si elles ne sont pas prolétariennes, hein, avec quand même des profs du secondaire qui sont des profs du secondaire qui passent des concours qui sont à 1,2 SMIC quand ils étaient à 2 SMIC il y a 20 ans. Et tout ceci donne de très grandes perspectives, mais des perspectives qui montrent que le lien entre la France, entre le caractère national des luttes et la lutte contre cette Union européenne, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est vraiment quelque chose de central dont les patrons, dont le grand patronat a montré à quel point c'était central. Eux, ils pouvaient se passer de l'Europe si l'Europe ne les servait pas. Eh bien, voilà, nous arrivons à une période historique, ça ne se voit pas, mais quand même c'est vrai, on arrive à une période historique où ce sont les masses de salariés qui sont en mesure de se poser la question. Et tu disais, Roger, que le Front National est entendu mieux que nous. Alors je vois bien ce que tu veux dire, sauf que il y a une période de très grand désarroi, mais tous les ouvriers ne vont pas voter pour Marine Le Pen, ils vont s'abstenir en masse. Hein, ils vont s'abstenir, ils ne sont pas tous gagnés. Hein, et c'est la question, évidemment, c'est une question essentielle. Je crois que toutes les interventions ici l'ont montré. On sort d'une période noire et on n'en est pas sorti, mais on sort historiquement d'une période noire et elle n'est pas terminée, elle peut même s'aggraver. Mais il y a énormément de facteurs de confiance à avoir. En particulier, il faut mesurer pour les plus vieux d'entre nous, on a un certain nombre à être vieux, mais on n'est pas que des vieux, à quel point on a gagné en termes de perception des enjeux et en particulier de perception de la nécessité de cette rupture avec l'Europe, qui n'était pas du tout une question politique centrale il y a 20 ans.
Voilà, donc je pense qu'on n'a aucune raison d'être pessimiste, aucune, et que par exemple ce que les camarades du Front syndical de classe ont fait avec beaucoup de difficultés, c'est quelque chose qui peut payer. Et je terminerai là-dessus, je rappellerai simplement l'histoire du syndicalisme. En 1932, la CGTU, je ne dirais pas qu'elle est prête à fermer boutique, c'est-à-dire les combatifs de la CGT, ceux qui ont été virés de la CGT par les réformistes, ils sont dans une situation de faiblesse dramatique. Entre 1934 et 1936, disons entre 1934 et 1937, ils conquièrent la majorité de la CGT, car en 37-39, ce sont les unitaires qui sont majoritaires. C'est vrai, indépendamment des magouilles des autres. Et ça a été un basculement qui s'est opéré dès que le mouvement social s'est déclenché, a démarré. Et par conséquent, on est dans une période de ce type. Enfin bref, nous avons toutes les raisons d'être offensifs et optimistes. Bravo. Bon, moi j'aurais voulu vous parler sur l'aspect international et au niveau aussi de la paix par rapport et des risques de guerre par rapport à cette Europe et à sa continuation ou pas et à la persistance donc, des politiques qui nous mènent. Et donc on a parlé à quel point c'était lié à l'impérialisme des États-Unis, puisqu'elle est en fait une courroie de transmission des volontés d'impérialisme états-unien. En plus, nous avons ce cher Trump dont on sait qu'il est capable de faire n'importe quoi. Donc, oui, même au point qu'ils ne savent même pas comment ils vont faire avec lui, puisqu'il y a même des simples juges quand même fédéraux qui arrivent à annuler ses décrets pour qu'il les refasse de nouveau, pour qu'il y ait une troisième mouture, on lui dise encore que ça ne marche pas. Et il aura à venir que, juste, je termine cette parenthèse sur les États-Unis, qu'il ne sait même pas comment il va remplacer l'Obamacare, parce qu'il ne sait même pas non plus comment il peut faire autrement. Bon. C'est pour dire que c'était une ligne directrice de son programme, hein, quand même, de l'enlever. Bon, je reviens sur le plan géostratégique et donc international. Donc, nous voyons que l'Europe actuellement, comme elle est extrêmement limitée dans ses propositions vis-à-vis de la classe ouvrière et de la population en général, elle a comme principe actif de dire tout le monde derrière moi parce qu'on va être en guerre. On le voit avec la situation en Ukraine, où tout autour des pays de l'Ukraine, ils déploient des troupes de tout point de vue. Et plus ça va, plus ils en rajoutent, en conjointement avec les États-Unis. On le voit aussi avec la volonté de suivre Trump justement sur les 2% obligatoires du budget de l'État pour augmenter à 2% pour tout ce qui concerne le budget militaire. Donc la fuite en avant, c'est la fuite avec une éventuelle guerre ou une menace de guerre. Puisque quand le capitaliste n'a pas d'autre solution, n'est-ce pas, il prépare la guerre, comme on l'a dit, et nuée porte l'orage. Donc c'est tout à fait extrêmement périlleux et dangereux, et que de ce point de vue, il faut passer par un basculement, c'est-à-dire non seulement sortir de l'OTAN, mais un renversement d'alliances, à mon avis, pour chercher des alliances, parce qu'on va nous dire toujours, moi je me suis fait dire, mais alors si on sort de l'Europe, on va être tout seul, on va pouvoir rien faire. Ils vont tous être contre nous, ce qui n'est pas totalement faux, puisqu'il faut voir comment ils ont totalement fait. Faux. Faut voir comment ils ont. Attends, Léon. Faut voir comment ils ont fait quand il y a eu la République et tout l'ensemble des pays européens ont attaqué la République à l'époque des rois. Donc, le seul moyen d'éviter ça, c'est d'avoir d'autres alliances, justement. C'est-à-dire de s'allier, par exemple, soit à l'ALBA, soit à négocier des alliances avec la Russie, avec la Chine, donc tout un tas d'autres pays. Je rappelle que la Chine a proposé de développer, je fais partie de l'ALBA, a développé une banque qui tente à remplacer la Banque mondiale pour les développements à travers le monde, et notamment pour les pays en voie de développement. Donc il est tout à fait pensable qu'on renverse les alliances et qu'on ne se retrouve pas tout seul. Et c'est une chose qu'il faut expliquer aux gens, que non, on n'est pas obligé d'être à la fois dans l'Europe et dans l'OTAN et de suivre les consignes des États-Unis en fin de compte. Et qu'il faut leur dire vraiment, parce que sans ça, il y a vraiment le truc, on va se retrouver tout seul, on va se faire bouffer et tout. Et que c'est une inquiétude qui est présente. Et de même leur rappeler que
la méthode de calcul la plus simple, surtout avec la dévaluation qui nous ont fait perdre, c'est que 1 euro égale anciennement 7. Ancien du temps du franc. Donc nous payons 7 fois plus cher. Voilà. Donc vous payez très très cher. L'euro, vous le payez et c'est vous qui le payez et vous le payez depuis le début. Et si vous êtes en difficulté actuellement, ça vient de ce que vous payez beaucoup plus cher, tout. Rappelez-vous d'avant le franc, à l'époque du franc, avant l'euro, combien vous payez de temps et combien vous payez aujourd'hui et combien ça vaut si vous convertissez. Quand vous prenez des éléments comme ça et vous parlez d'un renversement d'alliance ensuite, les gens vous écoutent beaucoup plus. Parce qu'ils se disent, bah alors il y a des possibilités de ne pas être isolé, et 2, oui, l'euro, on l'a payé et on l'a payé et on le paye encore de plus en plus cher. Donc l'euro n'est pas un progrès, n'est pas indispensable, l'euro est une faillite à plus ou moins long terme, que pour éviter, nous payons toujours plus cher par les réductions sur le dos de nos droits, de nos salaires, etc. Et que pendant ce temps-là, même ces chères publications et journaux de droit disent que pour les actionnaires et pour les affaires et les entreprises, ça n'a jamais aussi bien marché. Alors c'est simple, vous prenez une balance, d'un côté, il y a eux, ils en ont plein les poches, et il y a nous, on a presque plus rien. Donc, quand vous leur expliquez ça simplement, je pense que ça les fera réfléchir et ils risquent quand même de nous suivre et peut-être de ne pas s'abstenir. Merci. Merci. Je sais que Léon a souhaité prendre la parole. Personne d'autre? Alors Léon. Bon, je n'ai pas besoin du micro. Merci, Léon. Oui, en tant qu'ancien résistant, bien entendu, je ne peux pas prendre la parole sans reparler en quelques mots de la résistance. Nous nous battions pour une France libre, forte, indépendante, démocratique et souveraine. Est-ce qu'avec l'Union européenne, ceci est respecté? Maintenant, juste un mot, parce que ça m'a fait insurger, en disant on reste seul. Excusez-moi, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre que si la France quitte l'Union européenne, il n'y en a plus d'Union européenne. Et ça, je crois que tout le monde le comprend. Même ceux qui veulent y rester, quand on leur dit, mais si on quitte, il n'y en aura plus. Eh oui, il n'y aura plus d'Union européenne. Donc, et pour revenir un petit peu à quelque chose de plus agréable, il est vrai que nos idées avancent, je l'ai dit il y a déjà quelque temps, elles avancent plus vite que nous. Ce qui est nécessaire que tous ensemble, on avance plus vite pour suivre nos idées. Parce que quand on nous annonce 70% des Français qui sont pour l'Union européenne, mais qui a inventé ces chiffres? Où est-ce que ça a été trouvé? D'ailleurs, les sondages le démontrent. Chaque fois qu'il y a des sondages quelque part, on tape à côté. Donc, ces chiffres-là sont inventés et que les Français... Moi, vous le voyez, je suis grande gueule. Hein, et quand je vais dans une boutique, je suis toujours en train d'attaquer. Je ne trouve jamais personne qui me donne tort. On me dit, oui, tu as raison, maintenant ça commence à suffire. Si on n'en sort pas, on va en crever. Bon, alors je crois que nos idées avancent vite, qu'il nous appartient de faire pareil, et au lieu d'être pessimiste comme j'ai vaguement entendu, moi je suis optimiste de nature, et vous savez, en 40, 41 ou 42, pour l'avoir vécu et pour l'avoir vécu intensément, eh bien, on pouvait être pessimiste. Eh bien, les militants communistes ne l'étaient pas. Mon frère en 40 a fait un déraillement. Moi, à 16 ans et demi, en 42, j'ai fait un déraillement. Alors, c'était le moment d'être pessimiste. Nous avions la conviction que nous allions gagner. On avait raison. On était le plus grand nombre, on devait gagner. Et cette conviction s'est changée en certitude après Stalingrad. Après Stalingrad, nous étions absolument certains, et c'est pourquoi De Gaulle a remercié l'Union soviétique, n'est-ce pas? C'est vrai que les coups les plus durs, après Stalingrad a été un déclenchement tel que, sans vouloir être mauvaise langue, mais enfin, Mitterrand, qui était au service de Pétain, a pris l'avion, il est parti à Londres. Il a bien compris que la page était tournée, n'est-ce pas? Alors, soyons optimistes et que chacun prenne conscience qu'il nous appartient à tous. Vous savez, je vais avoir 92 ans dans quelques jours. Hein. Mon avenir, il est derrière. Mais lorsque je parle avec cette foi, cet enthousiasme, c'est parce que toute ma vie, j'ai milité pour un monde meilleur. Mes camarades, 52 de mes camarades sont morts sous la torture. Pas un seul n'a parlé. Pour certains, on n'a jamais retrouvé leur corps. Eh bien, c'est parce que nous avions la conviction qu'on allait gagner. Ce soir, si nous sortons d'ici avec la conviction que nous avons raison et qu'il faut que chacun
prenne la charrue et il attire très fort, on vaincra parce que nous sommes les plus nombreux et nous avons raison. Merci. En vous renouvelant nos remerciements et en restant sur ce qu'a dit Léon, je crois que voilà, il faut qu'on s'attelle au travail avec confiance. C'est une bataille. Comme on dit, il n'y a que celle qu'on ne mène pas qu'on est sûr de perdre. Donc nous allons la mener et nous allons gagner. Merci beaucoup.